Ce caftan a été travaillé à Fès par un artisan juif de Fès qui avait pour spécialité la couture des caftans. Bon, alors, l'apport des Juifs dans l'artisanat marocain, sur le plan de l'orfèvrerie, on peut dire la totalité. Ils étaient les seuls à détenir non seulement le travail, mais à l'exécuter et à commercer dans tout ce qui était orfèvre. Donc, sur ce plan-là, il n'y avait pas de concurrents. Ils étaient les seuls. Ils en avaient l'exclusivité. Ensuite, il n'y avait pas que l'orfèvrerie, le travail du bois, la ferronnerie. La ferronnerie à Fès est très riche. Ils se sont concentrés sur ces métiers parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire d'autres métiers. L'agriculture était essentiellement réservée aux autochtones et eux, ils ne pouvaient accéder qu'aux métiers qui n'intéressaient pas les autochtones. Vous voyez, c'est fait à la main, à l'aiguille, avec du fil or. C'est ça le travail andalou, c'est l'Andalousie. On va le retrouver ici. Comme vous le voyez sur ce mur, ce haïté, il travaille exactement dans le même style, avec les fils d'or. D'abord, il y a le mlhoun, un les plus connus aujourd'hui, qui est malheureusement qui n'est plus de ce monde, c'était Sami el-Moghrebi. Sami el-Moghrebi, lui, il a touché la grande musique et la musique populaire. Il était aussi connu dans le milieu populaire que pour la grande musique. خايف الشميسة تشرق علينا ويفيقوا ناس المدينة يشوفوا ويصيروا يقولوا فينا يا عمري يلا نرحلوا يا عمري يلا نرحلوا يا ليل طولوز تطول بينا والله فيك مسخينة وقولوا للصباح يدير خير لا يجينا هذاك اللي ما نحمله هذاك اللي ما نحمله. Zora Fersia, c'est une des grandes chanteuses de Fès qui avait la réputation d'Oum el-Kaltoum. Dans certaines fêtes, certaines familles, pour des raisons qu'on peut comprendre, exigeaient à ce que tout l'orchestre soit juif. Ça leur permettait, un peu surtout aux femmes, surtout dans les réunions de femmes, ça leur permettait aux femmes de se défouler librement. Maïmounide était non seulement, il diagnostiquait la maladie, mais il apportait également le remède à travers les plantes qu'il avait sélectionnées. Et elles vont permettre à la médecine de faire d'énormes progrès. Qu'entre ses habitants arabes et nos frères, leurs voisins, la terre a ouvert sa gueule, une terre qui dévore ses résidents. Les chrétiens qui y vivaient aussi ont été ensevelis. Le courroux et la rage n'ont pas écouté leurs supplications. De peur et de terreur, ils se sont inclinés. Les Juifs, ils ont laissé, pendant leur séjour, qui a duré plusieurs millénaires, ils ont laissé un capital énorme qui a été bâti en plusieurs milliers, en plusieurs dizaines de siècles. Ce capital, c'est un patrimoine qui appartient aux Marocains. Il leur appartient de le suivre et de le conserver afin que les générations futures sachent exactement une partie de leur histoire. Malheureusement, c'est vrai que les autorités juives auraient pu s'en saisir. Il faut rétablir toutes ces synagogues, elles doivent être rénovées, ainsi que les lieux de culte. Et Sa Majesté a pris en charge
tout ce travail, qui est un travail colossal. Il faut lui rendre honneur. Et cette restauration, elle va permettre à la population marocaine, enfin, de s'approprier un petit peu son histoire et sa mémoire. Ce n'est qu'un juste retour des choses. David Bouzaglo nous a laissé un texte très émouvant sur le tremblement de terre d'Agadir. Par sa force, ce texte rappelle la lecture des textes sacrés. Endeuillez-vous et pleurez, la ville d'Agadir a été anéantie. Pères et enfants sont tombés au fond du gouffre. Des familles entières ont trépassé. Morts de parents et d'enfants la nuit en un instant. Quelle angoisse, quelle désolation. Leurs traces n'ont pas été retrouvées. Des voix criardes se sont fait entendre comme dans le désert. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, adolescents, vieillards, femmes allaitantes et femmes enceintes. Enfants charmants, des seins avec des brebis pures, le soleil ne s'était pas levé, qu'ils furent tous engloutis, dans les profondes de la terre, encore vivants.